Canal Académie vous propose d'écouter la retransmission de la communication d'Éric Sesley, directeur de recherche au CNRS et directeur de l'Institut d'Asie orientale de Lyon. Sa communication s'intitulait « Le traité d'Edo entre la France et le Japon, acteurs et enjeux ». Retrouvons Éric Sesley en grande salle des séances de l'Institut de France. Dans le cadre de cette journée consacrée donc au 150e anniversaire des relations officielles entre la France et le Japon, il me semblait important de présenter une communication plus particulièrement ciblée sur ce moment fondateur des relations officielles entre nos deux pays. Et donc le propos que je vais avoir durant ces 20 minutes, c'est d'essayer de décrypter avec vous l'arrière-plan, les enjeux de la conclusion de ce traité du 9 octobre 1858, donc entre la France et le Japon. Tout à l'heure, dans sa communication, Madame Petit-Mangin évoquait l'arrière-plan, finalement, de la situation, de l'environnement international dans lequel se trouve le Japon. Il est vrai que depuis la fin du XVIIIe siècle, le Japon est confronté à la menace étrangère, à des incursions de plus en plus nombreuses de navires étrangers dans son espace territorial, dans ses eaux. Et ça va poser évidemment un certain nombre de problèmes liés à la politique de fermeture, au maintien, à la poursuite ou à la modification de cette politique de fermeture. Il y a un point qui fait l'unanimité au Japon à cette époque-là, c'est la nécessité d'augmenter la défense du Japon et la défense côtière du Japon. Mais à partir de cela, la gestion de la crise étrangère, ou plus exactement des rapports avec les étrangers, va être particulièrement délicate. Tout ce qui est rapport à la gestion de la menace occidentale va être particulièrement délicate. Elle va obliger tout d'abord le Bakufu à se doter d'organes spécialisés en matière de traitement des affaires étrangères, avec la création en 1858 des préfets délégués aux affaires étrangères, les Gaikokubugyo, qui eux-mêmes d'ailleurs succèdent à une autre structure, le Kaibo Gakari, donc le service chargé de la défense maritime, ce qui montre bien les préoccupations du Japon à ce moment-là. Donc, réforme de l'administration centrale. Deuxième chose, il faut connaître son ennemi, ou son ennemi potentiel. Et donc, Bakufu va mettre en place un organisme qui s'appelle le Bureau d'investigation des livres barbares, pour mieux connaître, effectivement. Alors, c'est à la fois un organisme d'information sur l'Occident, et c'est également aussi un organisme d'éducation pour la formation des élites. D'abord des élites shogunales et ensuite des élites des fiefs. Troisième élément, le Japon sera conduit à modifier progressivement son mode de gouvernance. Car il ne faut pas oublier que dans ce Japon du XIXe siècle, la première moitié du XIXe siècle, les fiefs qui sont les plus exposés à la menace étrangère sont les fiefs dits extérieurs, les Tozama. Et ces fiefs extérieurs, parce qu'ils se sont ralliés tardivement au gouvernement des Tokugawa, sont exclus du gouvernement shogunal, ou très largement exclus du gouvernement shogunal. Et c'est eux qui sont en première ligne. Et qu'est-ce qu'ils vont faire à l'occasion de la menace occidentale? Ils vont réclamer une participation de plus en plus importante au gouvernement central. C'est-à-dire que de plus en plus, le gouvernement sera amené à consulter des cercles de plus en plus larges de daimyo, de princes territoriaux. C'est à la fois, je dirais, une force, puisque ça veut dire que les décisions seraient prises selon un consensus réunissant donc une majorité de princes territoriaux, en tout cas un nombre assez large de princes territoriaux, mais c'est également un aveu de faiblesse, parce que ça veut dire que le Bakufu ne peut plus agir seul. Autre élément aussi qui va contribuer à la crise, c'est le décès du 13e shogun, et le décès du 13e shogun Iesada va aboutir à une concurrence, n'est-ce pas, entre partisans et adversaires des branches Ki et Hitotsubashi. Et donc, ceci va contribuer à raviver la tension entre le Bakufu et les fiefs sur l'avenir du régime, puisque d'une façon générale, les extérieurs soutiennent la candidature de Hitotsubashi, qui est plutôt favorable donc à une plus grande ouverture de l'administration shogunale, alors que les daimyo les plus fidèles, ce qu'on appelle les fudai, soutiennent eux au contraire la candidature qui est la plus proche par le sang, et qui finira d'ailleurs par l'emporter. Et puis enfin, le dernier point, le plus important peut-être, c'est la question du dialogue avec Kyoto et avec la cour impériale. On sait que les traités qui seront conclus en 1858 seront conclus
contre la volonté de la Cour de Kyoto, de façon générale, et contre la volonté de l'empereur Komei. Et c'est une situation qui est tout à fait inédite, puisque pour la première fois, en tout cas, dans l'histoire de cette période des Tokugawa, il y aura donc un conflit majeur, une différence d'appréciation majeure entre Edo et Kyoto, ce qui va d'ailleurs compliquer la situation politique. La délégation française qui va négocier le traité d'Edo va prendre pied au Japon en septembre 1858 dans une situation qui est tout à fait une situation de crise au Japon. Que vient faire la France? Que vient-on faire au Japon? Alors, ce ne sont pas les premières approches. Bien sûr, la France ne fait pas partie des premiers accords qui ont été évoqués d'ailleurs au cours des communications précédentes, 1854, les premiers traités. La France est absente. Mais la France a abordé le Japon par l'intermédiaire de l'archipel des Ryukyu, d'Okinawa. Et la monarchie de Juillet s'était efforcée, c'était la politique d'ailleurs de François Guizot, ministre des Affaires étrangères de Louis-Philippe, la monarchie de Juillet s'était efforcée de trouver un point d'appui dans le Pacifique, à mi-chemin ou pratiquement à mi-chemin entre la Chine et le Japon. Pourquoi? Parce qu'il y avait la guerre de l'opium. Conclusion de la guerre de l'opium, eh bien, les Anglais obtiennent Hong Kong. Et du coup, cela donne des idées au gouvernement français. Il faut que l'on ait une base. Il ne faut pas qu'on dépende des Anglais. Il ne faut pas qu'on dépende éventuellement des Espagnols à Luçon. Il ne faut pas qu'on dépende éventuellement des Portugais à Macao. Et ceci sera à l'origine d'un certain nombre d'expéditions, celle du capitaine Fournier-Duplan en avril 1844, des amiraux Jean-Baptiste Cécile en juin 1946, et plus tard, sous le Second Empire, en novembre 1855, de Nicolas Guérin de Frémicourt. Mais cette approche indirecte par les Ryukyu va se solder par un échec, c'est-à-dire qu'au fond, on obtiendra certes un accord, mais relativement tardivement en 1856, qui est un accord de stationnement, et aussi pour le stationnement de missionnaires, mais sans aucune activité de prosélytisme. Donc en fait, on s'aperçoit très vite que l'approche par les Ryukyu, l'approche par Okinawa est tout de même relativement limitée. Donc il faut une approche plus directe, et cette approche plus directe, le contexte qui va favoriser finalement cette prise de conscience de la nécessité d'aller au Japon, c'est 1854. On l'a évoqué tout à l'heure. 1854, c'est le retour du Commodore Perry, qui va conclure donc cette première série des traités. Et je vais vous lire à cet égard donc l'instruction du 6 mars 1854, puisque tout y est déjà dit, du ministère des Affaires étrangères à notre représentant, ministre de la France en Chine, Alphonse de Bourboulon. Quant aux stipulations qu'il y aurait à négocier avec le gouvernement japonais, je me bornerai à vous indiquer quelques points principaux. Vous auriez tout d'abord à prendre pour base et pour point de départ le traité qui serait conclu par le plénipotentiaire américain et à réclamer pour nous-mêmes les avantages qui seraient concédés aux États-Unis. Alors ça, on retrouve une obsession française, c'est la parité avec les puissances occidentales. Nous voulons à tout prix obtenir les mêmes avantages que ceux qui ont été concédés aux puissances. Dans tous les cas, il me paraîtrait essentiel de stipuler la juridiction française en faveur des sujets français qui viendraient à s'établir ou à résider au Japon. C'est le principe d'extraterritorialité ou de juridiction consulaire. De nous réserver pour l'avenir la participation à tous les avantages qui seraient accordés à d'autres nations. C'est le principe de la clause de la nation la plus favorisée, clause unilatérale de la nation la plus favorisée. Enfin, d'assurer autant que possible à nos missionnaires la liberté de pénétrer et de s'établir dans le pays. Et c'est une instruction qui sera d'ailleurs biffée lors des instructions définitives qui seront données en 1857 au baron Gros, qui va donc se rendre au Japon pour négocier avec les Japonais. Donc tout est déjà dit en 1854. Le canevas finalement du traité d'Edo, on le trouve déjà affirmé en 1854. Mais le traité d'Edo est conclu en 1858, donc il y a 4 ans. Qu'est-ce qui se passe durant ce délai de 4 ans? Eh bien, en fait, il y a des événements extérieurs. Il y a d'abord la guerre de Crimée, 1854-1856, qui, évidemment, mobilise les compétences de la France, en particulier nos forces navales. Il y a ensuite la seconde guerre de l'opium, 1856-1860, et la France, dans ces deux affaires, l'affaire de Crimée
et l'affaire chinoise est aux côtés de la Grande-Bretagne. Donc, nous sommes préoccupés par les affaires extérieures. Et puis, il faut bien le dire, lorsque l'on regarde dans le détail les accords conclus en 1854, ces accords provisoires, on s'aperçoit que ce ne sont pas véritablement des traités commerciaux. Et en réalité, l'urgence à ce moment-là à traiter avec le Japon, eh bien, elle tente un petit peu à s'affadir, puisqu'on s'aperçoit finalement que ces traités, qui ouvrent certes quelques ports, finalement ne sont pas sur le plan commercial extrêmement intéressants. Mais toujours est-il que déjà dès 1854, on commence à s'intéresser finalement au Japon et à la conclusion d'un accord avec les Japonais. Mais là, il y a deux problèmes qui se posent. Le premier problème, c'est de savoir si nous allons seuls au Japon ou bien en collaboration avec la Grande-Bretagne. Et la deuxième question, c'est de savoir dans quelle mesure nous pouvons disposer de forces navales suffisantes pour appuyer notre démarche au Japon. Alors sur le premier point, en fait, il est clair que déjà depuis la monarchie de Juillet, il existe un rapprochement entre la France et la Grande-Bretagne. Ce rapprochement sera poursuivi, on ne parle pas encore, on commence déjà à parler un petit peu d'entente cordiale. Ce rapprochement sera poursuivi par Napoléon III pour diverses raisons. La première personnelle, si je puis dire, c'est parce que Napoléon III est anglophile et que l'Angleterre, la Grande-Bretagne, l'a recueilli lors de ses années d'exil. Il est aussi favorable à une remise en question pacifique de l'ordre international, dirait-on aujourd'hui, issu du Congrès de Vienne. Et cela, évidemment, l'accord de la Grande-Bretagne est absolument nécessaire. Et du côté, d'ailleurs, du Quai d'Orsay, on est assez favorable à une coopération très large avec la Grande-Bretagne sur la question de l'approche du Japon. Mais les réserves, elles vont venir de M. de Bourboulon, qui va invoquer un certain nombre d'arguments en disant que la collaboration avec la Grande-Bretagne, très bien, mais si nous avons une force, par exemple, inférieure, si nous nous présentons à Edo avec une force inférieure à celle de la Grande-Bretagne, les Japonais ne nous prendront pas au sérieux. Pire, si nous nous présentons à Edo devant les Japonais sur un navire anglais, sur un navire allié, évidemment, là, notre crédibilité sera atteinte et on envisage guère d'ailleurs l'hypothèse qui consisterait à venir avec une flotte plus importante. Et d'autre part, Bourboulon fait savoir en 1854 au ministère des Affaires étrangères qu'on aurait peut-être intérêt à aller seul au Japon parce que les relations avec la Grande-Bretagne, depuis août 1808, l'affaire du phaéton, je n'ai pas eu le temps d'évoquer, j'aurai peut-être l'occasion en discussion tout à l'heure d'évoquer cette affaire qui est un épisode lointain des guerres napoléoniennes à Nagasaki, les relations entre les deux pays ne sont pas très bonnes. Donc, il y a la question de savoir est-ce que nous allons avec la Grande-Bretagne, est-ce que nous coopérons avec la Grande-Bretagne et jusqu'où pouvons-nous aller dans cette coopération. Le deuxième élément, c'est la coopération avec la marine. Évidemment, il faut se replacer un petit peu dans le contexte de l'époque, diplomatie de la canonnière, et on pense que d'une façon générale, la diplomatie doit être sous-tendue par un appareil militaire et par une force navale. Il faut impressionner les Japonais. Il faut impressionner les Japonais. Et évidemment, à partir du moment où la France est engagée dans l'affaire chinoise, nous avons donc développé notre présence en Extrême-Orient, et nos forces sont commandées par l'amiral Charles Rigaud de Genouilly, et à ce moment-là, donc, l'une des questions qui va se poser, c'est d'obtenir la coopération de la flotte française en Extrême-Orient. Et le baron Gros, qui va être investi par Napoléon III pour donc conduire la négociation avec les Japonais, va demander, non pas en son nom personnel, parce que c'est ça, il ne s'agit pas simplement de la fantaisie d'un ambassadeur, mais au nom du Quai d'Orsay, donc il s'agit bien de mettre en avant qu'il s'agisse d'une volonté du département des Affaires étrangères, donc de disposer d'une flotte suffisante, je cite, pour faire impression sur la cour de Yedo. Et là, refus du ministre de la Marine. Plus exactement, pas refus du ministre de la Marine, mais de l'amiral de Genouilly. Il refuse parce que la France est engagée ou va s'engager au Vietnam dans une expédition punitive contre l'empereur, plus exactement s'engager en Annam, une expédition punitive contre l'empereur Tuduc, puisqu'il y a des missionnaires français qui ont été assassinés. Et au fond, l'amiral de Genouilly dit il n'est pas question de distraire les bâtiments de la flotte pour soutenir cette ambassade. Néanmoins, je vous concède 3 navires, un clipper de commerce, un aviso, une corvette à vapeur. Donc 3 petits bâtiments. C'est
pas vraiment la flotte susceptible d'impressionner les Japonais. Donc on arrive déjà avec un handicap parce que les Anglais, eux, négocient, Lord Elgin négocie déjà avec les Japonais et il arrive avec 4 bâtiments, 4 navires de guerre. Donc on est déjà un petit peu défavorisé parce qu'on n'a pas une flotte suffisante. On est défavorisé aussi parce qu'on arrive sans cadeaux ou avec très peu de cadeaux. Et d'ailleurs, le baron Gros se plaint de la pingrerie du ministère des Affaires étrangères. Et on arrive avec quoi? On arrive avec quelques couverts en vermeil, pas de service, des couverts en vermeil, des vins et champagnes qui vont faire le régal du vin et du champagne qui vont faire le régal des Japonais, et également, donc, j'ai dit quelques pièces de soierie lyonnaise et quelques carabines qui seront prélevées d'ailleurs sur les contingents du Laplace, bâtiment sur lequel a pris place donc le baron Gros, et qui seront offerts d'ailleurs lors du départ de la mission. Donc on arrive dans des conditions un petit peu désavantageuses. La France est la dernière des grandes puissances à arriver au Japon, donc en 1858, mais on va faire en sorte de renverser en quelque sorte cette infériorité. D'abord, on va dire à la délégation japonaise, donc nous nous présentons, d'abord nous faisons escale à Shimoda, ensuite nous nous présentons à Edo, on va dire aux négociateurs japonais, ne vous faites pas d'illusions. Certes, nous arrivons avec des navires dont certains sont un peu rafistolés, mais il ne faut pas oublier que nous sommes engagés en Extrême-Orient, l'essentiel de notre force est engagé en Annam, ce qui veut dire évidemment message que comprennent parfaitement les Japonais. La flotte française est capable d'opérer en Chine, elle est capable d'opérer au Vietnam, elle est capable éventuellement, si besoin s'en faisait sentir, d'opérer au Japon. Ensuite, les cadeaux. Certes, nous n'avons pas beaucoup de cadeaux, mais vous serez couverts de cadeaux au moment de l'échange des instruments de ratification. Donc, on demande à la délégation japonaise de bien vouloir patienter. Mais ce qui est important, c'est qu'on va faire valoir un discours qui est un discours différentialiste. Ça veut dire que la France arrive au Japon avec des motifs qui sont différents des motifs des autres puissances. Et on va dire à la délégation japonaise, regardez les Anglais sont des violents, guerre de l'opium, ils sont mus par des objectifs mercantiles, ils recherchent le profit, nous, ce n'est pas le but de la délégation française. Regardez ce qui se passe avec les Russes. Les Russes, il y a une poussée russe en Extrême-Orient, pas simplement en Extrême-Orient, on est au lendemain de la guerre de Crimée, et les Russes sont à l'affût de conquêtes territoriales. Nous n'avons pas de conquête territoriale, nous n'avons pas de revendication territoriale, et nous n'avons pas de conflit d'ailleurs avec le Japon. Ce qui nous intéresse, en définitive, c'est d'affirmer la présence du pavillon français partout dans le monde, et de faire en sorte que le Japon prenne place parmi les nations civilisées. Et j'en viens précisément aux motifs. Il y a 3 catégories de motifs qui poussent la délégation française à aller au Japon. Le premier motif, c'est un motif, je dirais, d'ordre commercial. Il est vrai que la France est intéressée au développement des relations avec les principaux pays d'Asie orientale, et donc l'insertion de la France dans les principaux circuits mondiaux d'échange est une priorité, mais est une priorité des pouvoirs publics, c'est-à-dire que c'est le ministère de l'Agriculture, du Commerce, des Travaux publics qui est très favorable à l'ouverture de relations avec le Japon, du côté des armateurs bordelais et du côté des chambres de commerce et d'une façon générale de ce qu'on pourrait appeler les milieux d'affaires, on est tout de même assez réticents parce que l'Extrême-Orient c'est très loin et puis ça coûte très cher, on ne voit pas très bien quel profit on pourrait tirer de cette aventure. Donc il ne semble pas que les motifs d'ordre économique aient été importants. Motifs religieux, ça peut être effectivement l'un des points dans la mesure où le Saint-Siège a accordé à la France depuis 1839 une position privilégiée pour la protection finalement et la diffusion non pas simplement du catholicisme mais du christianisme dans cette partie du monde. Mais les instructions au baron Gros de mai 1857 sont très nettes. Bien sûr, vous aborderez la question religieuse, mais il n'est pas question d'en faire tout un plat auprès des Japonais, parce que les Japonais, évidemment, sont très réticents à ce type d'affaires. Mais en plus, il faut éviter que, en braquant les Japonais, on ne puisse pas conclure de traité, ce qui nous mettrait en porte-à-faux par rapport aux autres puissances. Toujours cette idée que nous devons à tout prix obtenir les mêmes avantages. Donc la question religieuse, on va en parler, on en parlera dans les traités, mais uniquement pour reconnaître la liberté de religion aux Français résidant dans les ports ouverts, par exemple, mais il ne s'agit absolument pas de reconnaître la liberté de religion auprès des Japonais. Donc la question religieuse, contrairement à ce qui s'est passé en Chine, ne sera pas l'un des enjeux primordiaux de la négociation
avec les Japonais. Donc, la négociation proprement dit va s'ouvrir par conséquent donc en septembre, et il y aura en fait deux types de négociations. Il y aura une négociation sur les conditions même de la négociation. Parce que les Japonais vont dire aux Français, écoutez, il n'y a pas besoin de venir à Edo, d'une part parce que nous sommes en période de deuil, étant donné que le shogun vient de décéder, d'autre part il y a le choléra qui sévit à Edo, donc on peut négocier finalement sur les navires. C'est une proposition qui avait été faite d'ailleurs aux autres puissances et qui avait été repoussée, et le baron Gros va évidemment ne pas accepter, va juger inacceptable cette proposition japonaise de négocier en dehors d'Edo. Et puis les négociations sur le traité, proprement dit, vont s'ouvrir le 27 septembre jusqu'au 7 octobre à travers cinq conférences. Et donc ce sont des négociations qui vont être extrêmement rapides, sur la base d'ailleurs d'une initiative française, et qui sera très largement d'ailleurs acceptée par les Japonais. J'ai pas le temps de discuter, mais il est très clair que les Japonais ne négocieront que sur des points de détail, mais pas véritablement sur l'esprit et sur le contenu des traités qui s'inspirent très largement des accords conclus avec les États-Unis le 29 juillet, la Hollande, le 18 août 58, la Russie, le 19 août 58 et la Grande-Bretagne, le 26 août, avec lesquels la France, comme je disais tout à l'heure, revendiquait haut et fort la parité et donc l'égalité de traitement. Et puis bien sûr, il y avait le traité de Tientsin de juin 1958, qui met, je ne dis pas un terme à la seconde guerre de l'opium, mais qui offre une fenêtre d'opportunité pour aller au Japon, parce que le baron Gros ne pense qu'à une chose, c'est de revenir en Chine à Shanghai plus particulièrement, pour évoquer avec la partie chinoise la question des droits de douane, et puis il y a la saison des typhons, et donc il faut éviter de trop s'attarder au Japon, c'est une façon aussi de mettre la pression sur la partie japonaise. Et donc nous allons conclure un traité de 22 articles, assorti de 7 règlements commerciaux conclus entre Sa Majesté l'Empereur des Français et Sa Majesté l'Empereur du Japon. Là aussi, je n'ai pas le temps d'évoquer la querelle sur la titulature, mais l'Empereur du Japon, il ne s'agit évidemment pas de l'Empereur qui est à Kyoto, il s'agit du Taikun, c'est-à-dire du shogun. Et donc, ma foi, de façon très classique, il y aura une ouverture limitée de ports, Hakodate, Kanagawa, Nagasaki, puis ensuite Niigata, Hyogo, etc., et puis le droit de juridiction consulaire, l'extraterritorialité, etc., les tarifs conventionnels. Et au fond, les Japonais vont accepter très largement ces conditions. Et ce n'est que par la suite, bien évidemment, que les Japonais vont se lancer dans cette formidable aventure de la révision des traités inégaux, parce qu'à la longue, on va apercevoir que ces traités ont des effets pervers sur la souveraineté du Japon. Je ne ferai qu'évoquer, par exemple, la question de la juridiction consulaire. Ça veut dire que les Français sont jugés, s'ils commettent des crimes et délits, par des tribunaux français au Japon. Ça veut dire aussi que les Japonais sont jugés par les tribunaux japonais, ce qui satisfait d'ailleurs pleinement la vision du monde des négociateurs shogunaux, le fait que les barbares soient jugés par les tribunaux barbares et que les Français soient jugés par des tribunaux français. Donc, au fond, ces dispositions ne contrecarrent pas visiblement la vision du monde qu'ont les négociateurs shogunaux. Et donc, comme j'ai dit tout à l'heure, le traité d'Edo ne renferme aucune disposition concernant la liberté de religion, pour éviter par conséquent que les Japonais ne se braquent sur cette affaire. Et donc, on peut dire, et ça sera ma conclusion, on peut dire que le Japon, donc, à travers les traités inégaux et à travers ce traité d'Edo, va bien sûr entrer dans une nouvelle phase de son histoire. Et il est certain que ce sont des traités inégaux parce qu'on va tirer parti de l'inexpérience des négociateurs shogunaux. Et comme j'ai dit tout à l'heure, donc les effets pervers de ces traités inégaux vont se faire sentir une fois qu'ils seront appliqués. Pourtant, je crois qu'il faut dépasser cette appréciation négative et montrer que, évidemment, il s'agit non seulement de l'acte de naissance des relations officielles entre la France et le Japon, mais ça inaugure aussi, bien évidemment, tout ce qu'on a évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire l'accès à la modernité et à la modernisation occidentale, et il marque l'émergence du Japon sur la scène internationale. Et j'ajoute, c'est un point tout de même qui est important, c'est qu'en 1997, les traités de l'ère Hansei, donc ces traités conclus en 1858 avec les puissances occidentales, seront classés Juyo Bunkazai, c'est-à-dire donc biens culturels importants, ce qui montre que le Japon accorde évidemment une importance particulière à ces traités. L'originaux de ces traités sera classé. Mais cette émergence du Japon
donc à la modernité sera un processus long et douloureux. Dans l'immédiat, la signature de ces traités conclus sans l'autorisation impériale va approfondir une crise de régime dont le Bakufu sera victime en 1868. Ce traité inaugure pour la France un âge d'or, véritablement, qui va s'étendre sur près de 4 décennies et dont nous avons ici évoqué quelques-uns des aspects. Merci de votre attention. Vous venez d'entendre la communication d'Éric Sesley, directeur de recherche au CNRS et directeur de l'Institut d'Asie orientale de Lyon. Sa communication s'intitulait « Le traité d'Edo entre la France et le Japon, acteurs et enjeux ».